Bon, alors donc, dernière séance. Dernière séance ce soir où nous allons terminer la partie sur le nucléaire. Bien sûr, comme d'hab, si jamais à un moment vous avez des questions, vous me coupez en espérant que je pourrai y répondre. Alors, la dernière fois, sur cette dernière partie nucléaire, nous avons vu en quoi le nucléaire est intéressant d'un point de vue énergétique. Nous avons rapidement vu comment fonctionne une centrale nucléaire, puis on a aussi parlé des déchets. On va terminer cette dernière partie sur le nucléaire en évoquant les dangers que peut susciter le nucléaire, avec un exemple bien connu qui est l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Et peut-être que pour expliquer ça, je reviendrai un peu sur le fonctionnement d'une centrale. Bon, on verra ça. Hop, hop. Ah ouais, non, je ne vais pas faire comme ça. Je m'y remets. Voilà, vous avez bien l'écran là? Oui. Ok, parfait, merci. Alors, les dangers du nucléaire. Donc, on va d'abord voir quels sont les différents risques encourus quand on est exposé à des radiations. Parce que là aussi, c'est vrai que c'est un petit peu le grand flou. Les risques encourus sont en fait mesurés par une grandeur qui est dont l'unité est le sievert. Alors, vous verrez aussi, si vous regardez un petit peu des choses sur le nucléaire, très souvent, une autre unité qui est le becquerel. Le becquerel, c'est en fait le nombre de désintégrations par seconde. Mais si on veut mesurer ou évaluer les effets d'une radiation ou d'une irradiation sur une personne, l'unité qu'on va utiliser, c'est le sievert. Parce que cette unité, en fait, elle n'évalue pas le nombre de désintégrations par seconde, mais elle évalue l'impact biologique des rayonnements ionisants. Et ces impacts biologiques, ils vont être fonction du type de rayonnement et de l'organe qui va être touché. Ce n'est pas la même chose si on se fait irradier la main ou si on se fait irradier la tête. Donc ça, c'est le sievert qui permet de déterminer ça. Alors, des ordres de grandeur. Jusqu'à 100 millisieverts reçus, il n'y a pas d'effet. Donc 0,1 sievert. Entre 0,1 sievert et 1 sievert, eh bien, il y a une augmentation progressive des risques de cancer. À 1 sievert, on a de grandes chances d'avoir un cancer. Mais les risques apparaissent à partir d'une irradiation de 0,1 sievert. À partir d'une irradiation de 0,5 sievert, là, les symptômes, ils apparaissent assez rapidement, c'est des vomissements. Donc, si à 0,1 sievert, on ne s'en rend pas compte, à 0,5, là, on s'en rend compte. Si on reçoit une dose très rapidement de 4,5 sievert, eh bien, on a une chance sur 2 de décéder. Et enfin, si on reçoit une dose de 6 sievert, là, c'est sûr, on décède. Alors, comment est-ce qu'on connaît ça? C'est parce que 6 sievert, c'est la dose maximale qui a été reçue par certains liquidateurs de la centrale de Tchernobyl. Donc, des gens qui ont nettoyé un peu la centrale de Tchernobyl. Et tous ceux qui ont reçu ça, ils sont tous morts. Voilà. Maintenant, sur ma flèche ici, on peut voir quels sont les niveaux de dose que l'on peut recevoir parce que il y a de l'irradiation naturelle et on est exposé en fait à de l'irradiation nucléaire. D'une manière générale, l'exposition qui est due au rejet des centrales nucléaires, c'est 0,002 millisieverts par an. Ça, ce sont des doses annuelles. Donc, en fait, c'est rien du tout. Quand on dit qu'il y a un risque à cause des rejets des centrales, que ce soit des rejets atmosphériques ou bien des rejets dans les effluents, c'est en fait très minime. Parce que si vous passez une radio dentaire, ben c'est déjà plus. C'est 2 fois plus même. Si vous prenez l'avion, en altitude, l'atmosphère nous protège beaucoup moins des rayons ionisants qui viennent du soleil.
Donc, on reçoit aussi une dose qui est non négligeable, 0,044 millisieverts sur un vol Paris-New York. Une radio d'épouvant, c'est 0,1 millisievert. D'un point de vue législatif, normalement, la dose annuelle maximale que l'on a le droit de recevoir d'origine artificielle, c'est 1 millisievert. Donc, comparé à 100 millisieverts à partir du moment où on peut y avoir des effets, c'est rien du tout, 100 fois moins. En plus, la dose naturelle que l'on reçoit en France, elle est de 2,4 millisieverts. Alors, ça dépend où on est. Par exemple, il y a beaucoup plus de roches qui émettent en Bretagne. Donc, en fait, on reçoit plus si on habite en Bretagne que si on habite ici. Mais en moyenne, c'est 2,4. Bon, un scanner abdominal 10 millisieverts. 20 millisieverts, ça c'est la dose annuelle maximale qu'ont le droit de recevoir les travailleurs du nucléaire. Donc, ils ont toujours un dosimètre sur eux. Et à partir du moment où, si jamais ils reçoivent une dose de 20 millisieverts, ils n'ont plus le droit de rentrer dans les zones dangereuses, on va dire, d'une centrale pendant un an. 120 millisieverts, c'est la dose moyenne qui a été reçue par les liquidateurs de Tchernobyl, c'est-à-dire ceux qui sont allés nettoyer la centrale quand ça a explosé. C'est par exemple moins que la dose reçue par Thomas Pesquet lors de son premier séjour dans l'espace. Les astronautes, ou les spationautes plutôt, qui sont dans la station internationale, eux, ils reçoivent en fait là aussi une dose, et donc sur 6 mois, c'est à peu près 200 millisieverts. Donc, c'est non négligeable, ce qui veut dire que aller dans l'espace et y rester 6 mois, il y a un danger, puisque vous voyez, on passe le seuil de 0,1 millisieverts, c'est-à-dire pas d'effet. 400 millisieverts, ça c'est la dose relevée près du réacteur 3 à Fukushima lorsqu'il a explosé, et c'est la dose maximale qui a été relevée. Et puis 6 sieverts, donc j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on a tout le panel qui permet d'avoir un ordre de grandeur sur cette échelle qui évalue l'impact biologique des rayonnements ionisants. Voilà. Donc le nucléaire, c'est dangereux, et pour savoir si c'est dangereux, il faut mesurer ça en sieverts. Alors, une chose importante concernant le nucléaire, c'est que, d'une manière générale, dans l'opinion publique, le nucléaire, ça je en avais parlé la dernière fois, est quelque chose d'assez mal connu, et très souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur des étrangers parce qu'on ne les connaît pas, les étrangers. On a peur de certains animaux parce qu'on ne les connaît pas. On a peur du nucléaire parce qu'on ne le comprend pas et on ne le connaît pas. Et quand on ne connaît pas les choses, eh bien, on est capable de dire ou de croire à peu près n'importe quoi. Et donc, ça, c'est un problème. Alors ici, je vous donne les résultats d'une question, d'un questionnaire qui est soumis chaque année à la population française par l'ADEME. Alors, bon, je ne vous montre pas tout le questionnaire parce que des questions, il y en a des dizaines, mais voici celle-ci. Pour chacune des activités citées, il fallait que chaque personne qui répondait indique si cette activité émet beaucoup, assez, peu ou pas du tout de gaz à effet de serre. Donc ici, on est en lien avec plutôt la thématique du réchauffement climatique. Les activités industrielles, 70% pensent que ça émet beaucoup, 22% pensent que ça émet assez. Donc, au total, ça fait 92% des gens qui pensent que les activités industrielles émettent des gaz à effet de serre. Et donc là, on a plein de domaines. Avec, à la fin ici, que j'ai encadré en rouge, les centrales nucléaires. Et alors, à la réponse, est-ce que les centrales nucléaires émettent des gaz à effet de serre? 60% des Français pensent que oui. Or, c'est faux. Alors, si vous vous souvenez ce que je vous avais montré les séances précédentes, le nucléaire a plein de défauts, c'est dangereux, on en a déjà parlé, il y a des problèmes avec les déchets radioactifs, on en a déjà parlé aussi. Quand ça explose, ça fait mal, on va le voir après avec Tchernobyl. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher au nucléaire, c'est d'émettre du CO2. Ça, c'est faux. Et donc là aussi, on en reparlera en conclusion. Quand on choisit une manière de produire pour nous de l'énergie, il y a pour chaque type d'énergie des avantages et des inconvénients, et il faut mettre en balance les avantages et les inconvénients. Un des avantages du nucléaire, c'est qu'il n'émet pas de CO2, contrairement à ce que pense la majorité des Français. Ici, une question dans un questionnaire qui est cette fois-ci posé par l'IRSN. Alors, l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire. C'est en fait une branche de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire.
Quand je parle de peur irrationnelle par rapport au nucléaire, c'est parce que, en fait, le nucléaire est très dangereux et donc, effectivement, quand ça pète, ça fait des morts. Mais on a énormément de mal à mettre en balance les risques du nucléaire par rapport aux risques d'autres secteurs d'activité. Donc ici, la question, parmi les activités industrielles ou technologiques suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, risquent le plus de provoquer un accident grave ou une catastrophe en France? Et quand on pose ça aux Français, sur les activités industrielles ou technologiques, le premier truc auquel ils pensent, c'est le nucléaire. C'est ce qui fait le plus peur, enfin, c'est l'accident qui fait le plus peur aux Français. 34% des Français disent en premier, c'est les centrales nucléaires. Et en troisième position, viennent le stockage des déchets radioactifs. 15% disent ça en premier. 17% pensent que le premier risque, c'est les installations chimiques, et puis ainsi de suite. Donc les barrages, le transport routier, vous pouvez ici regarder. Maintenant, quand on met en balance ce que pensent les Français, de quoi ils ont peur, par rapport au nombre de morts ou au nombre d'accidents que ça a provoqué, mais en fait, depuis 70 ans en France, qu'on exploite des installations nucléaires, il y a eu 0 accident ayant provoqué la mort de quelqu'un, et il y a eu 0 mort. Donc, le nucléaire, c'est l'activité technologique et industrielle qui fait le plus peur aux Français, alors que pourtant, il n'y a jamais eu aucun mort en France dû au nucléaire. Par contre, les installations chimiques, alors ça, il y en a eu plein. Par exemple, en 2001 à Toulouse, une usine a explosé, 30 morts, 2500 blessés. Il y a 2 ans à Lubrizol, quand ça a explosé, là aussi, ça a fait des dégâts. Et donc, on a beaucoup plus d'installations chimiques qui explosent que de centrales nucléaires. Monsieur, Oui. est-ce que dans les zéros morts, ça prend en compte que les morts qui surviennent directement ou ça prend aussi les effets secondaires de l'exposition? Il n'y a jamais eu aucun mort en France suite à une irradiation dans une centrale nucléaire ou en raison d'un mauvais stockage de déchets radioactifs. Jamais. D'accord, ok. Il y en a eu dans d'autres pays, mais en France, il n'y en a jamais eu. Les barrages, ça ne fait pas du tout peur. Pourtant, si vous vous souvenez ce que je vous ai raconté la dernière fois, une des dernières séances sur les barrages, quand ça pète, ça fait mal. Donc, en France, on a eu 423 morts sur la rupture d'un barrage en 1959. Une autre manière de montrer ça, toujours sur le même baromètre de l'IRSN, une autre question, dans chacun des domaines suivants, considérez-vous que les risques pour les Français en général sont? Alors, ici, il y a plein de, on va dire, de choses risquées. Le cancer, le terrorisme, est-ce que les pesticides, c'est dangereux? Est-ce que les perturbateurs endocriniens, c'est dangereux? Et ainsi de suite. Quand c'est rouge, ça veut dire que la personne qui a répondu pense que le risque est très élevé. Quand c'est orange, c'est élevé, moyen, faible, quasi nul, et puis gris ne se prononce pas. Par exemple, si on regarde les cancers, à peu près, on va dire, 25-30% des Français pensent que le risque d'attraper un cancer est très élevé, et ça monte jusqu'à 70% si on pense que c'est élevé. Et puis, ça monte même à 90% si on pense que le risque est moyen. Donc, en fait, 90% des Français pensent qu'il y a un risque un jour d'avoir un cancer. Ils ont raison de penser ça parce qu'en France, chaque année, il y a 150 000 personnes qui décèdent d'un cancer. Terrorisme, pesticides, la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est quelque chose aussi qui fait assez peur. On a raison d'avoir peur parce qu'en France, c'est 50 000 morts qui sont évalués chaque année en raison de la pollution atmosphérique. De l'autre côté, il y a des choses qui ne font pas peur. Par exemple, les accidents domestiques. Très peu de personnes ont peur des accidents domestiques. Pourtant, c'est 20 000 morts par an en France suite à différents accidents domestiques. L'alcoolisme, on a quand même un peu peur, on a raison, c'est 40 000 morts. Et au milieu, vous voyez, alors là je les ai encadrés en rouge, tout ce qui est en rapport avec le nucléaire. Les déchets radioactifs, les centrales nucléaires et puis les retombées de Tchernobyl en France. Quand on parle de déchets radioactifs ou de centrales nucléaires, eh bien, les Français considèrent qu'il y a un risque qui est quand même non négligeable.
Pourtant, ces 3 risques ont provoqué 0 mort. 0. Il n'y a eu aucun mort suite aux retombées du nuage de Tchernobyl. Il y a eu des mensonges sur le nuage de Tchernobyl. Il est bien passé au-dessus de la France, alors que le gouvernement avait dit qu'il n'était pas passé, qu'il s'était arrêté à la frontière. C'est faux. Mais il n'y a eu aucun mort. Il n'y a eu aucun mort dans des centrales nucléaires. Il n'y a eu aucun mort suite à une contamination avec des déchets radioactifs. Donc, le nucléaire, c'est très dangereux. C'est certain. Mais c'est tellement dangereux qu'en fait, ce que l'on peut montrer ici, c'est que jusqu'à aujourd'hui en tout cas, le risque est maîtrisé. Les accidents domestiques, on pense que ce n'est pas dangereux, mais c'est dangereux, 20 000 morts par an. Quand on fait une activité qui est très risquée, mais si on arrive à maîtriser les risques et à les contrôler correctement, ce qu'on arrive à faire grâce à l'ASN, alors, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas idiot de continuer à faire cette activité. En tout cas, il y a une réflexion à avoir sur le risque encouru avec les centrales nucléaires par rapport aux conséquences mortelles que ça provoque et à la manière dont les Français, et d'une manière générale la population dans beaucoup de pays, voient le nucléaire. Voilà, donc je voulais commencer par ça. Il y a un problème entre la perception des choses et puis les risques et les chiffres réels depuis 70 ans en France. Maintenant, et donc on finira sur cette partie, évidemment, quand ça pète, ça fait mal. Exemple, Tchernobyl. Donc 30 ans, même 35 ans après, puisque Tchernobyl a explosé le 26 avril 86, ce qui veut dire que ça a fait 35 ans il y a 3 jours. On est le 28, il y a 2 jours. L'accident de Tchernobyl, et on va en parler après, c'est un accident qui a été classé au niveau 7 de l'échelle INES. L'échelle INES, l'échelle internationale des événements nucléaires, c'est l'échelle qui classe chaque incident ou chaque accident. Donc, c'est une échelle de gravité. Elle va de 0 à 7. 7, c'est le plus élevé, c'est l'accident majeur. Donc, ici, je vous ai mis des exemples. Des accidents de niveau 7, il y en a eu 2. Tchernobyl et Fukushima. Il y a eu un seul accident de niveau 6 qui est très peu connu. C'est donc en 1957 en URSS. C'est un entrepôt de stockage qui a explosé. Alors, on le connaît très peu, mais ça a irradié un grand nombre de villages. Et il y a donc, autour de cet entrepôt une zone qui est inaccessible. Les villages ont été évacués depuis 1957, on n'a pas le droit d'y habiter. Donc, il est assez peu connu. Pourtant, c'est très grave. Un autre accident qui est peut-être un petit peu moins connu, mais pourtant qui devrait l'être, c'est l'accident de 3 Mile Island aux États-Unis. Donc ça, c'est une centrale nucléaire qui, en 1979, a eu un souci. Le cœur du réacteur a fondu. C'est une centrale nucléaire qui avait démarré en 1978, donc elle avait 1 an. Le cœur a fondu, mais il n'y a pas eu visiblement de rejet, ou en tout cas assez peu hors du site. Bon, voilà, et je vous ai mis différents exemples. Alors, l'accident le plus grave qu'il y a eu en France, c'est celui-là ici, en 1980, sur un réacteur UNGG. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'en France, il y avait eu 2 filières de réacteurs. La première filière française UNGG, qui est une ancienne filière, et tous les réacteurs sont à l'arrêt maintenant. Maintenant, les réacteurs qui restent en France, ce sont des réacteurs à eau pressurisée. Dans cette centrale et au niveau de ce réacteur numéro 2, il y a une tôle qui s'est décrochée et qui a obstrué le circuit de refroidissement du réacteur. Ce qui veut dire que le réacteur a été mal refroidi et une partie du combustible a fondu. Je crois 20 kg de combustible a fondu.
La pression a énormément augmenté dans le cœur du réacteur. Il a fallu faire des rejets pour faire baisser la pression, parce que si on l'a laissé augmenter, il aurait explosé. Donc, on est passé vraiment pas loin de la catastrophe. C'est un accident qui est grave, mais il a été maîtrisé. Et il n'y a pas eu de mort. Ensuite, il y a eu suite à cet accident, certains rejets alors, dans la Loire et aussi dans l'atmosphère de quelques radionucléides. Mais c'est l'accident le plus grave qui a eu lieu en France. Voilà. Bon, et après, il y a d'autres types d'accidents. Je vous en ai mis certains ici. Donc, nous, on va voir, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé à Tchernobyl, ou en tout cas de voir les conséquences. Alors, peut-être d'abord la catastrophe. Donc ici, vous avez une image du réacteur de Tchernobyl, c'est quelques jours après l'explosion. Est-ce que vous voulez que je vous explique un peu à quoi est due la catastrophe ou pas? Je ne sais pas si je rentre. Pourquoi ça a explosé ou pas? Moi, je veux bien. Ouais. Moi aussi. D'accord. Bon. Alors, donc j'avais pas prévu de diapo sur ça, donc je vais faire de tête. J'espère que je serai assez clair. Et si jamais vous avez des questions, vous me bloquez, vous me stoppez. La première chose qu'il faut dire sur le réacteur de Tchernobyl, sur les réacteurs russes d'une manière générale, c'est que ce ne sont pas des réacteurs comme en France, des réacteurs à eau pressurisée, ce sont des réacteurs RBMK. Alors RBMK, c'est du russe, hein, donc ne me demandez pas l'acronyme. Je vais rapidement revenir du coup sur une diapo que j'avais dû présenter avant, sur le fonctionnement d'un réacteur, parce que peut-être qu'il faut refixer ça rapidement. Hop là. Lorsque l'on a un réacteur nucléaire, en fait, en France, on a des réacteurs à eau pressurisée. Lorsqu'on a un réacteur nucléaire, un neutron vient taper un noyau d'uranium. Le noyau d'uranium est cassé. En se cassant, ça libère de l'énergie et d'autres neutrons. Ces autres neutrons peuvent à leur tour aller casser des noyaux d'uranium et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et donc, plus on casse du noyau d'uranium, plus on envoie des neutrons qui peuvent à leur tour casser d'autres noyaux et ainsi de suite. Donc, il faut arriver à contrôler cette réaction. Lorsque les neutrons sont émis, il y a deux types de neutrons. On va avoir des neutrons rapides et ce qu'on appelle des neutrons thermiques. Les neutrons thermiques sont beaucoup plus lents. Dans un réacteur, alors il y a des réacteurs à neutrons rapides et puis il y a des réacteurs à neutrons thermiques. Les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs RBMK sont des réacteurs à neutrons thermiques, c'est-à-dire lents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le noyau d'uranium est cassé. Le neutron est émis. Si jamais il est émis, mais il est trop rapide, il ne peut pas être utilisé pour la réaction. Il est trop rapide, donc il n'arrive pas à casser les noyaux d'uranium. Ce qui veut dire que dans le réacteur nucléaire, il doit y avoir ce qu'on appelle un modérateur. Un modérateur, c'est quelque chose qui va en fait ralentir les neutrons trop rapides pour les mettre à la bonne vitesse, pour qu'ensuite, ils puissent aller taper dans d'autres noyaux d'uranium. Dans nos réacteurs à eau pressurisée, le modérateur, c'est l'eau. C'est de l'eau. Et ensuite, dans un réacteur nucléaire, on a besoin d'autre chose, qui est le fluide caloporteur. Le fluide caloporteur, c'est en fait ce qui va refroidir le réacteur nucléaire. La réaction a lieu, elle libère de la chaleur, et donc il faut tout le temps refroidir le réacteur, parce que sinon il chauffe, la pression augmente, boum, ça explose. Le fluide caloporteur, c'est l'eau. Et c'est d'ailleurs ce fluide caloporteur, cette eau, qui chauffe et qui ensuite passe dans un générateur de vapeur, on génère de la vapeur, et puis ça fait tourner des alternateurs et ça crée de l'électricité. Donc, on a besoin d'un modérateur et d'un fluide caloporteur. Sur nos réacteurs à eau pressurisée, c'est l'eau qui joue les deux rôles. L'eau est à la fois le modérateur et le fluide caloporteur. Bon. Maintenant, si je reviens sur nos réacteurs de Tchernobyl. Hop, hop. Le fonctionnement est différent. Le fluide caloporteur, c'est l'eau, mais le modérateur, ce n'est pas de l'eau, c'est du graphite.
le modérateur, c'est-à-dire le truc qui va ralentir les neutrons pour que ces neutrons puissent faire la réaction nucléaire. Alors, comment est constitué un réacteur? En fait, on a ce qu'on appelle des tubes de force, plein de tubes dans lesquels sont insérés, dans lequel est inséré le combustible qui contient l'uranium. Et dans ces tubes de force, qui sont en fait entourés de graphite, passe de l'eau qui est le caloporteur. Et du coup, la chaleur est échangée dans les tubes de force et puis ensuite l'eau va faire tourner un alternateur. Mais le combustible est contenu dans des tubes de force. Et il y a beaucoup de tubes de force. Ici, ce que vous voyez sur l'image en bas, c'est le cœur d'un réacteur nucléaire RBMK. Et vous voyez plein de petits carrés. Donc là, on a une énorme dalle en métal, et plein de petits carrés. Et en dessous de chacun de ces petits tubes, de ces petits carrés, il y a un tube de force dans lequel il y a le combustible. L'intérêt de ce type de réacteur, c'est que on peut le décharger et le recharger en fonctionnement. En fait, chaque tube de force est indépendant. Et donc, on peut, pendant que le réacteur fonctionne, on peut très bien déboucher un tube de force, sortir le combustible, en mettre d'autres, et puis sans que la réaction s'arrête. Et ici, alors là, on n'en voit pas, mais ici, là, vous voyez, il y a des gens. Vous voyez là, il y a des personnes, on les voit en blanc. Donc là, le réacteur est certainement allumé, et les gens marchent dessus, sur la dalle. Ce type de réacteur, par rapport aux réacteurs à eau pressurisée en France, n'a pas d'enceinte de confinement. Tous nos réacteurs à eau pressurisée ont une enceinte, c'est-à-dire que si ça explose, normalement, cette enceinte est censée contenir le cœur du réacteur. Dans les réacteurs RBMK, il n'y a pas d'enceinte de confinement. Donc, comme on le voit ici, voilà, le cœur il est là, il n'y a pas d'enceinte. Bon. Alors, donc les deux technologies sont différentes. Et c'est important de le comprendre parce que quand on entend dans certains discours des gens qui disent ce qui s'est passé à Tchernobyl, ça peut se passer en France, non, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'explosion de réacteurs nucléaires en France, c'est possible, mais si c'est le cas, ça n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé à Tchernobyl, ça c'est certain. Ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'est en fait multifactoriel. Il y a des raisons techniques qui expliquent l'explosion et il y a aussi un facteur humain qui est non négligeable. La journée du 25 avril, donc la veille, devait être effectué un test au niveau du réacteur nucléaire. Ce test, en fait, il consistait à voir si, lorsqu'un réacteur s'arrête parce qu'il y a un problème, il faut absolument continuer à l'alimenter en eau pour le refroidir, parce que si jamais il ne refroidit pas, il chauffe, il explose. Donc, ce test visait à voir si on pouvait mettre une solution en place dans le cas où il y aurait une coupure de courant pour continuer à refroidir le réacteur pendant quelques minutes en attendant que des moteurs diesel prennent le relais pour réenclencher la circulation d'eau et refroidir le réacteur. Donc, ce test aurait dû être mené en milieu de journée, le 25 avril. Sauf qu'un problème dans un autre réacteur fait qu'ils n'ont pas pu arrêter le réacteur de Tchernobyl, le réacteur numéro 4. À Tchernobyl, il y avait 4 réacteurs. Et donc, c'est le 4 qui a explosé. Donc, le réacteur de Tchernobyl, qui a explosé, durant la journée, en fait, a été mis en sous-régime de environ 13 heures jusqu'à à peu près 23 heures. Et le test a été reporté la nuit. Le souci, c'est qu'à minuit, il y a eu un changement d'équipe. Et donc, toute l'équipe qui gérait le réacteur nucléaire durant la journée, à minuit, a été remplacée par l'équipe de nuit. Il y a eu une très, très mauvaise transmission des informations entre les deux équipes. Et d'ailleurs, l'équipe de nuit n'était pas vraiment au courant et n'était pas formée à ce test. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le réacteur est resté pendant 12 heures en sous-régime, donc avec une puissance assez basse. Alors, dans les réacteurs nucléaires, il y a un facteur qu'on appelle le coefficient de température. Bon, c'est assez facile à comprendre. Lorsqu'un réacteur nucléaire a un coefficient de température positif,
Ça veut dire que si sa température augmente, alors ça emballe la réaction, donc la puissance du réacteur augmente, ce qui augmente la température, ce qui augmente la puissance, ce qui augmente la température, et c'est très difficile à contrôler. Les réacteurs RBMK ont un coefficient relatif quand ils sont en sous-régime. Ce qui est contraire aux réacteurs REP qu'on a en France. Les réacteurs en France à eau pressurisée ont des coefficients de température négatifs. Ce qui veut dire que si la température augmente, ça fait baisser la puissance. Et donc, en fait, ils sont plus stables. D'où le fait que ça ne peut pas exploser pour la même raison, parce que ce n'est pas du tout le même type de réacteur. Bon, en tout cas, le réacteur RBMK étant resté en sous-régime pendant longtemps et ayant un coefficient de température positif, au moment où le test a voulu être mené, c'est-à-dire la nuit, eh bien, le réacteur était en sous-régime et il a fallu lui faire augmenter sa puissance. Or, lorsqu'on a voulu lui faire augmenter sa puissance, dans le réacteur, en étant en sous-régime pendant 12 heures, il y a du xénon qui a été créé, qui a été formé, qui s'est accumulé dans le réacteur, et le xénon, en fait, empêche la réaction de se faire. Sauf que ce xénon a une durée de vie assez faible, et pour pouvoir contrer l'inhibition du xénon, qu'ont fait les ingénieurs et les personnes qui étaient dans le PC sécurité, ils ont déconnecté l'arrêt d'urgence du réacteur. Donc ça, c'est une manœuvre manuelle. L'arrêt d'urgence du réacteur a été déconnecté, ce qui est totalement interdit et contraire à tous les protocoles. Ils ont été obligés de faire ça pour pouvoir relancer plus rapidement le réacteur et le faire monter en haut régime. Le problème, c'est que, eh bien, ayant un coefficient de vide positif, au moment où ils l'ont relancé, eh bien, ils n'arrivaient pas vraiment à le relancer. Donc, en plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti les barres de contrôle. Dans un réacteur, il y a ce qu'on appelle des barres de contrôle qui sont en bord. Et que fait le bord? Il absorbe les neutrons. Comme ça, quand il y a un problème dans un réacteur, qu'est-ce qu'on fait? On envoie du bord dedans, les neutrons sont absorbés, donc ils ne sont plus disponibles pour la réaction s'arrête. Pour pouvoir relancer le réacteur, les ingénieurs ont, en plus d'avoir supprimé l'arrêt d'urgence, ont levé toutes les barres de contrôle et en ont levé plus que ce qui était autorisé dans tous les protocoles. Donc, toutes les barres de contrôle étaient relevées. Il n'y avait plus aucun moyen de contrôler la réaction en chaîne et l'arrêt d'urgence avait été supprimé manuellement. Au moment où ils se sont rendus compte que le réacteur s'emballait, donc c'était, je crois, de mémoire, 1h23 et 4 secondes, ils se sont dit, mince, là, il y a un gros souci. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appuyé sur le bouton pour baisser les barres de contrôle et arrêter la réaction. Les barres de contrôle se sont baissées pour capter les neutrons. Mais autre problème de conception sur le réacteur RBMK, c'est qu'au niveau de ces barres de contrôle qui sont en bord et ce bord est censé capter les neutrons pour arrêter la réaction, au bout des barres, il n'y a pas, enfin, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas du bord, mais il y avait du graphite. Le graphite qui est le modérateur et qui accélère la réaction. Le réacteur avait tellement chauffé que les tubes de force s'étaient déformés. Au moment où les barres se sont baissées pour contrôler la réaction, elles sont restées bloquées à la moitié, ce qui veut dire que dans le réacteur, au lieu de faire rentrer le bord pour arrêter la réaction, ils n'ont fait rentrer que le graphite qui a accéléré la réaction. Et là, c'était terminé. Boum. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Donc, l'explosion du réacteur de Tchernobyl, elle est due à plein de choses. Elle est due au fait qu'il y a des problèmes de conception. Ce graphite en bas des barres de contrôle, c'est un problème. C'est dû au fait qu'il n'y a pas d'enceinte de confinement. C'est dû au fait que ce test qui a été fait n'aurait jamais dû être fait dans ces conditions. Et c'est dû au fait que l'équipe qui a géré la fin du test n'était pas la même que l'équipe qui a géré le début du test et qu'ils n'étaient pas formés pour ça et qu'ils sont passés outre tous les protocoles de sécurité en désactivant les arrêts d'urgence et en levant les barres de contrôle alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Tout ça, en France, ça ne peut pas arriver. C'est impossible. Alors, il peut y avoir d'autres problèmes qui peuvent engendrer
l'explosion d'un réacteur nucléaire, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir tout ça. Vous m'avez à peu près suivi ou pas? Oui, c'est bon. Bon, c'est bon, ok. Une fois que ça a pété, eh bien voilà. Alors d'ailleurs, si vous voulez voir ça de manière un petit peu plus détaillée et puis avoir un peu plus de temps pour comprendre, je vous conseille vivement la série de Tchernobyl, qui est vraiment hyper, hyper bien faite. Le premier épisode, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais le premier épisode, c'est la centrale qui explose, bon, sans douter. Et puis, tous les épisodes ensuite eh bien, montrent le cheminement pour comprendre la catastrophe. Et le dernier épisode, c'est l'explication de pourquoi ça explose. Et c'est vraiment bien fait et très, très bien documenté. Monsieur, Oui. elle est où cette série? C'est sur un truc, c'est pas sur Netflix? Alors, je crois qu'elle était disponible sur OCS. Moi, je l'avais vue sur OCS. Maintenant, où est-ce qu'elle est? Peut-être, je ne crois pas qu'elle soit sur Netflix. Ok, ben je regarderai. Merci. Ouais, mais ou Amazon Prime peut-être maintenant, mais OCS, je l'avais vue sur OCS. C'est quoi ma diapo après? Ah ouais. Voilà. Alors, quand ça a pété, le couvercle que vous voyez là s'est soulevé en l'air à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et est retombé de biais comme ça, boum, en plein milieu du réacteur et donc là complètement éventré. D'ailleurs, on le voit un tout petit peu ici. Si vous voyez là avec mon point rouge ici, hop, il y a un arc de cercle sous mon point rouge. Et cet arc de cercle, c'est ça, qui est retombé, boum, comme ça et qui a éventré le réacteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre le moment où le réacteur a explosé et le moment où les gens qui étaient dans la salle de commande qui est par ici, qui est par là, pendant plusieurs heures, les personnes ne sont pas sorties et ils ne savaient pas que le réacteur avait explosé et ils ne voulaient pas le croire. Donc, il y a eu plusieurs heures, en tout cas un temps assez long après l'explosion, où les gens qui contrôlaient n'imaginaient pas que le réacteur avait explosé. Ce qui a en plus engendré bien, des retards dans les prises de décision. Alors maintenant, le réacteur, à quoi il ressemble? Il ressemble à ça. À droite ici, c'est une photo du premier sarcophage qui a été fabriqué. Ce premier sarcophage ensuite était en mauvais état, laissé passer des radiations. Donc, un deuxième sarcophage a été mis en place. Alors, il est ici. Il a été installé de mémoire en 2017 ou 2018, et c'est une société française. Ce deuxième sarcophage, il a une durée de vie d'une centaine d'années à peu près, mais il risque de se détériorer, et puis il faudra faire quand même autre chose. À l'intérieur de ce sarcophage, on n'a plus le droit d'y rentrer, donc personne ne rentre là-dedans. Et il y a en fait un grand automate comme ça avec une grue. Et cette grue va être ensuite télécommandée depuis l'extérieur et va démarrer le démantèlement du réacteur pour pouvoir sortir une à une les pièces. Et donc ça va prendre plusieurs dizaines d'années. Ici, vous avez une image en coupe du réacteur. Donc le réacteur était ici, il a été éventré. Le cœur a fondu pendant plusieurs jours. Peut-être que vous avez déjà vu ces images où on a des hélicoptères qui passent au-dessus du réacteur et pour pouvoir arrêter le feu et le refroidir, balancer, pour pouvoir arrêter les réactions, balancer des gros sacs de sable remplis de bore dans le cœur du réacteur. Mais il ne fallait pas passer trop au-dessus du cœur qui était ouvert parce que là, les radiations étaient énormes. Il y a ensuite des liquidateurs qui sont montés sur le toit pour pouvoir, en fait, tous les débris qui étaient retombés sur le toit, les lancer à l'intérieur avant qu'ils soient recouverts. Les liquidateurs qui montaient sur le toit avaient le droit de rester 20 secondes sur le toit parce que les doses étaient trop fortes. Enfin bon, c'est assez impressionnant. Ouais. Et tout ça est expliqué dans la série. Monsieur, Oui. est-ce qu'à chaque fois qu'ils remplacent un sarcophage, ils sont obligés d'en faire un plus grand qui englobe… Oui, parce que sous ce sarcophage, il y a l'ancien. Mais du coup, ça va faire que… Ah ouais. Celui-là, il est en place, il va se détériorer, mais on ne pourra pas le sortir.
Je ne sais pas quelle sera la solution dans 100 ans. Le cœur a fondu donc pendant plusieurs jours et tout le cœur qui a fondu a percé le fond de la cuve et tout le combustible et tous les matériaux qu'il y avait dans le cœur, en fait, a coulé dans les niveaux inférieurs du bâtiment. C'est ce qui est représenté en rouge ici. Et quand on va en dessous dans les niveaux inférieurs, ce que l'on peut voir, c'est ça. Enfin, quand on va, n'y allez pas. Hein. Parce que cet endroit-là, c'est certainement l'endroit le plus dangereux sur Terre. Vous restez là quelques minutes, c'est bon, c'est terminé pour vous. La personne qui a pris cette photo, je ne sais pas où elle est, mais je pense qu'elle n'est pas en bon état. Et donc, dessous, il y a ce qu'on appelle le corium. Le corium, alors pourquoi on appelait ça le corium? Parce que le cœur du réacteur qui a fondu, et puis ium comme si c'était un élément chimique. Donc, corium. Tout ça, c'est le cœur du réacteur qui a fondu, et donc ça, c'est ultra radioactif. On appelle ça aussi le pied d'éléphant, parce que ça ressemble à un pied d'éléphant. Et alors ça, c'est là pour des centaines de milliers d'années. Et il ne faut pas y aller. Là où il ne faut pas aller non plus, c'est à Pripyat. Pripyat, c'est la ville qui est juste à côté de la centrale. Et les premiers pompiers qui sont intervenus sur le feu du réacteur, parce qu'il a fallu éteindre le feu, il y avait un incendie, le graphite a pris, ont été irradiés. Une fois qu'ils ont eu terminé leur service et qu'ils sont revenus à Pripyat dans l'hôpital, on les a débarrassés de leurs combinaisons de pompiers. Ces combinaisons de pompiers ont été mises dans un sous-sol de l'hôpital de Pripyat et depuis, plus personne ne les a touchées. Si vous tapez sur Google combinaison pompiers Pripyat ou Tchernobyl, vous allez voir des photos. Il y a les combinaisons de pompiers qui sont les premières personnes qui sont intervenues sur le feu après le. Et donc, ces combinaisons sont radioactives et il ne faut pas les toucher. Donc, quand ça pète, ça fait mal. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que je pouvais dire là-dessus aussi? Ah ouais, non. Si, un autre truc intéressant, c'est que la centrale de Tchernobyl était prévue pour accueillir 6 réacteurs nucléaires. Il y en a 4 qui ont été mis en service, et les réacteurs 5 et 6, qui devaient être construits après, suite à l'accident, n'ont jamais été construits. Donc, dans la centrale de Tchernobyl, dans une centrale, il y a très souvent plusieurs réacteurs. En France, c'est pareil, on a des centrales avec 2, 3 ou 4 réacteurs. Donc là, il y en avait 4. Le réacteur numéro 4 a explosé, je vous ai dit, en 1986. Question, que sont devenus les autres réacteurs? Est-ce que quelqu'un le sait? Non. Mais en fait, les autres tournaient, non? Pardon? Ils n'ont pas continué à tourner? Si, ils ont continué à tourner, effectivement. Le dernier réacteur qui a été arrêté, alors le réacteur 1 a été arrêté, je crois, à la fin des années 80, donc je crois vers 89, parce qu'il y a eu un souci dessus. Le réacteur numéro 2 a été arrêté un peu plus tard. Le réacteur numéro 3 a été arrêté en 2001. Donc, le réacteur numéro 4 a explosé, mais le réacteur numéro 3 a continué à fonctionner jusqu'en 2001. Alors ça, tout le monde ne le sait pas. Les gens ont l'impression que la centrale s'est arrêtée. Ce n'est pas du tout le cas. La centrale a continué à fonctionner avec ces 3 réacteurs, le dernier jusqu'en 2001. Et alors, ça aussi, c'est intéressant de le voir. Mais il y a des gens qui travaillaient dans la centrale après l'explosion? Ah oui, mais il y a des gens qui travaillent encore dans la centrale actuellement. Ah bon? Ah ben oui. Ah oui, il y a des gens qui travaillent. Donc voilà par exemple une image du site. Alors ici, vous avez le réacteur numéro 4 qui est déjà entouré de son sarcophage. Donc ça, c'est après l'explosion, hein. Ça, c'est dans les années 90. Ici, vous avez le réacteur numéro 1, le réacteur numéro 2 et le réacteur numéro 3. Là, c'est le réacteur numéro 4 qui a explosé. 200, même pas une centaine de mètres à côté, il y a le réacteur numéro 3 qui a continué à fonctionner jusqu'en 2001. Voilà. Et actuellement, il y a encore des gens qui travaillent dans la centrale parce qu'il faut démanteler tout ça. Donc, il y a une zone autour du réacteur dans laquelle il ne faut pas s'approcher. Je crois que c'est une centaine ou 200 mètres où c'est très contrôlé. Mais ensuite, autour, il y a des gens qui viennent tous les jours. Alors, ils ne viennent pas tous les jours, toute l'année. Ils se relaient.
ils viennent travailler pendant 1 mois. Une fois qu'ils ont reçu leur dose, puisqu'ils sont contrôlés, le nombre de millisieverts maximal, ils rentrent chez eux pendant 3 mois, puis ils reviennent 1 mois après, et ainsi de suite. Il y a des équipes qui se relaient. Mais ça, excuse-moi de te couper, Ouais, vas-y. ça reprend un petit peu, je ne sais pas si vous êtes déjà baladé sur Google Earth à Pripyat et à Tchernobyl. On voit que c'est quand même un endroit où il y a encore du monde hein, qui se balade et qui visite en fait. Ouais, je vous engage à le faire. Vous allez sur Google Earth, vous tapez Pripyat ou Tchernobyl, et puis on voit. Hein, donc on voit la centrale et on voit qu'il y a déjà il y a de la vie. Mais c'est dangereux, non? C'est dangereux. C'est dangereux en fonction de la dose que tu reçois. Et donc, en fonction des endroits, donc ça, je vais vous le montrer dans la diapo juste après, en fonction des endroits où on se trouve, qui sont plus ou moins contaminés, eh bien, on peut y rester un certain temps avant de recevoir, par exemple, les 20 millisieverts. Et une fois qu'on les a reçus, on s'en va. Et on peut revenir 1 an après. Voilà. Alors, les zones contaminées. Une fois que le réacteur a explosé, eh bien, il y a eu d'énormes rejets dans l'atmosphère. Et en fonction des vents, ces rejets ont été disséminés un peu partout en Europe. Tchernobyl, c'est par là. C'est mon point rouge. Donc, forcément, autour de Tchernobyl, c'est très rouge. Mais on voit qu'en fonction des vents, eh bien, c'est très hétérogène. Alors ici, c'est la carte en fait, des dépôts de césium-137, qui est l'un des éléments radioactifs qui a été envoyé dans l'atmosphère et qui s'est ensuite déposé un petit peu partout. Pourquoi le césium-137 ? Parce que c'est l'élément radioactif qui a la durée de vie la plus longue. Les autres éléments qui ont été émis, par exemple le l'iode-131, sa demi-vie, c'est 8 jours. Et si vous les regardez tous, c'est soit quelques jours, soit quelques heures. Ouais, le césium-134, 2 ans. Mais ça veut dire que maintenant, ces radionucléides, eh bien, par décroissance radioactive, ont disparu. Par contre, le césium, lui, il reste. Et il y en a encore. En fonction de où s'est déposé ce césium, eh bien, la zone est plus ou moins contaminée. Et donc, en fonction du temps que l'on reste sur cette zone, eh bien, on reçoit plus ou moins une grosse dose. Mais en Scandinavie, il y a eu des gros dépôts. Voilà. Maintenant, si on zoome sur la zone de Tchernobyl. Alors, Tchernobyl, c'est en Ukraine. Et c'est ici au niveau de mon point rouge, Tchernobyl. Ce que vous pouvez voir, c'est que la frontière ici en gris, là, ça c'est la frontière avec la Biélorussie. Et en fait, la centrale est très très proche de la frontière biélorusse. Et d'ailleurs, la grande majorité des dépôts et des zones contaminées, bien que la centrale soit en Ukraine, la majorité des zones qui posent souci maintenant sont en Biélorussie. Et donc, la Biélorussie doit gérer des zones contaminées pour une explosion qui a eu lieu en Ukraine. C'est en particulier ça qui a fait qu'on a fermé la centrale de Fessenheim en France. Je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois. La centrale de Fessenheim, elle est très proche de la frontière allemande. Et ça fait des années et des années et des années que l'Allemagne demande à ce qu'on ferme cette centrale parce elle considère qu'elle est trop proche. Et elle a peur à cause de ce qui s'est passé ici à Tchernobyl. De la même manière que la Suisse demande à la France depuis des années de fermer toutes les centrales qui sont dans la vallée du Rhône. Et alors là, il y en a beaucoup, des centrales dans la vallée du Rhône. Parce que la Suisse considère que ces centrales sont trop près de chez elle. En rouge, ce sont les zones où il y a le plus de dépôts de césium-137. L'activité surfacique, elle est supérieure à 1480 kBq par mètre carré. Le becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Ces zones rouges sont totalement évacuées, on n'a pas le droit d'y habiter et il n'y a pas le droit d'y avoir une activité économique. Ces zones rouges, comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus en Biélorussie qu'en Ukraine.
Ensuite, il y a les zones oranges, qui sont les zones de relogement obligatoire. Donc là, la résidence et la production agricole sont interdites. Donc, on n'a pas le droit d'y habiter, on n'a pas le droit d'y faire pousser des choses. Puis, là, orange, un peu moins orange. Ici, on n'a pas le droit d'y faire de la production agricole. Les populations peuvent être demandées à être relogées, mais elles peuvent continuer à y habiter. Donc, sur ces zones-là, ici, hop, là, on a le droit d'y habiter. Mais si on ne veut plus y habiter parce qu'on a peur, on peut demander. Et ensuite, les zones de contrôle, ici, pardon. Et ensuite, les zones de contrôle radiologique. Donc, ici, là, il y a des contrôles. Mais certaines entreprises peuvent s'y réinstaller. Et ensuite, si on zoome encore autour de la centrale, Tchernobyl est ici. Mais en fait, Tchernobyl est assez loin, enfin assez loin, et à une dizaine de kilomètres de la centrale, parce que la centrale, elle est là. Et la ville la plus proche, c'est Pripyat. Pripyat, qui est en fait une ville qui a été construite avec la centrale pour loger les personnes qui travaillaient sur la centrale. Donc, on dit toujours Tchernobyl, mais en fait, la ville la plus proche, c'est plutôt Pripyat. Et autour de la centrale, il y a ce qu'on appelle une zone d'exclusion. Cette zone d'exclusion a un rayon de 30 km, donc entre là et puis les pointillés, il y a un rayon de 30 km. Dans cette zone d'exclusion, on n'a pas le droit d'y aller. Elle est entièrement fermée. Il y a des gardes militaires partout. On n'a pas le droit d'y habiter. Et tout l'accès est contrôlé. Il y a tous les jours des gens qui y vont, parce qu'il y a toujours tous les jours des gens qui vont travailler jusqu'à la centrale, comme je vous disais. Mais ensuite, ils ne restent pas là. Il n'y a personne qui a le droit de vivre ici. Alors, en fait, personne qui a le droit. On se rend compte que depuis quelques années, il y a quand même des gens qui sont revenus vivre. Et dans cette zone d'exclusion, on évalue entre 100 et 500 personnes qui y vivent à l'année. Il y a des gens qui sont revenus et puis on les laisse là. Mais donc, autour de la centrale, on a une zone d'un rayon de 30 km qui est interdite d'accès et dans laquelle il a fallu évacuer tout le monde. Et c'est en no man's land. Voilà. Plus rien n'est entretenu ici, sauf près de la centrale. Pour qu'on se rende compte à quoi ça correspond, ce que j'ai fait sur les deux cartes à côté ici, c'est que j'ai tracé un cercle d'un rayon de 30 km autour de 2 centrales en France. Imaginons que la centrale du Blayais, donc au-dessus de Bordeaux, explose. Alors, un rayon de 30 km, ça veut dire que tout ça doit être évacué. Donc, tout l'estuaire de la Gironde. Et on voit que Bordeaux n'est pas loin. Alors, en fait, et ici en dessous, ça, c'est une centrale qui est près de Lyon. Alors, le Crua, c'est plus bas. Tricastin, c'est encore plus bas. Donc, celle-là, c'est celle de, je ne sais plus, j'ai mangé son nom. Bon, peu importe. En tout cas, une zone de 30 km autour de cette centrale, Lyon est dedans. Donc, si cette centrale explose, ça veut dire qu'il faut évacuer Lyon. Voilà le genre de problème qui peut se poser. Et donc, pourquoi il y a beaucoup de questions qui se posent sur la continuité d'exploitation des centrales nucléaires. Et le sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il faut arriver à peser le pour et le contre, à comprendre les bénéfices que peut nous apporter le nucléaire, le contrebalancer avec les problèmes, que ce soit les déchets, que ce soit les irradiations, le problème si ça pète. Donc là, imaginez, si le Blayais explose, il faut évacuer tout ça. La France est finie, quoi, c'est terminé. Et le problème, c'est que nos centrales nucléaires ont été placées dans des zones avec une densité de population qui est très grande. Et c'est ça le souci. Si nos centrales étaient dans des zones où il n'y avait personne, ça serait beaucoup moins problématique. Quelles sont les conséquences sur la faune? Alors,
bon, là, je ne suis vraiment pas un spécialiste, donc j'ai mis quelques informations, mais si vous voulez des informations là-dessus, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir, donc vous tapez IRSN Tchernobyl. L'IRSN, donc comme je disais, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est une branche de l'ASN, de l'autorité de sûreté nucléaire. Et l'IRSN a fait plusieurs dossiers sur Tchernobyl. Et donc, vous allez pouvoir trouver, on va voir ici, voilà, tout un dossier à différentes époques, notamment l'impact sur l'homme et l'environnement, et plein de choses intéressantes. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, je vous conseille d'aller lire les différents documents que vous pourrez trouver ici. Sinon, évidemment, très rapidement, le fait que ça explose a eu des conséquences, que ce soit sur la faune ou sur la flore. Sur la faune, dans un rayon de 7 km, 2 mois après la catastrophe, 90% des invertébrés dans le sol avaient disparu. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que 2 ans après, eh bien, une grande partie de la mésofaune s'était rétablie. Pour les vertébrés dans la zone d'exclusion, là, c'est très différent en fonction des types de population. Par exemple, lorsqu'on regarde les rongeurs, en quantité, en population, il n'y a pas de différence. Par contre, je sais qu'il y a des études qui montrent qu'en fonction de où vivent ces rongeurs, eh bien, il y a des altérations génétiques. Les oiseaux, par contre, ont été énormément touchés. 60% de baisse du nombre d'oiseaux. Les grands mammifères aussi ont été touchés au départ, mais maintenant, étant donné que la zone est complètement laissée à l'abandon, eh bien, il y a beaucoup d'animaux qui sont revenus et qui ont repeuplé la zone. Un des gros problèmes qu'il y a sur la zone d'exclusion, c'est la forêt autour de Tchernobyl, qu'on appelle maintenant la forêt rousse. Parce que lorsque le réacteur a explosé, il y a eu énormément de dépôts radioactifs très proches de la centrale, dans un rayon de quelques kilomètres. Et tous ces dépôts radioactifs ont en fait tué toute la végétation et tous les arbres. Mais comme la zone est une zone d'exclusion, il est interdit d'aller couper les arbres et d'entretenir la forêt, ce qui veut dire que toute la zone est en friche, elle n'est pas entretenue. Et pourquoi on l'appelle la forêt rousse? Parce que tous ces arbres sont morts, et donc ils sont oranges. Ils sont morts depuis 30 ans. Et c'est une zone où les feux de forêt sont... c'est un gros danger. D'ailleurs, en avril 2020, je crois qu'il y a eu un énorme feu de forêt. Et alors, ça, c'est très problématique parce que le césium-137, il y en a beaucoup déposés, notamment sur cette végétation. Si jamais cette végétation prend feu, ça veut dire que, eh bien, avec les fumées, tout le césium va être renvoyé dans l'atmosphère et on va recréer un nuage radioactif. Donc, il y a un gros problème sur la gestion de la forêt autour de Tchernobyl parce qu'on ne peut pas l'entretenir, elle n'est pas entretenue, ce qui va générer des feux, et ces feux vont générer un nuage radioactif à cause du césium qui est déposé. Et enfin, bon, très rapidement sur le bilan humain, là aussi c'est très très compliqué d'avoir des informations précises et sûres sur le bilan humain. Alors la source ici, c'est l'UNSCER, qui est en fait, tout le monde connaît le GIEC maintenant. Le GIEC, c'est un organisme intergouvernemental avec beaucoup de scientifiques qui établit des rapports sur le réchauffement climatique. L'UNSCER, c'est la même chose, c'est un groupe intergouvernemental avec des scientifiques qui établit des rapports sur les effets du nucléaire de la même manière que le GIEC regarde ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. Le bilan officiel de la catastrophe de Tchernobyl, c'est en fait une cinquantaine de morts à peu près. 50 morts.
3 au moment de l'explosion, parce qu'ils devaient être trop près du réacteur, 28 quelques semaines plus tard, principalement dans les liquidateurs et les pompiers, parce qu'ils ont été irradiés, et ensuite 19 quelques années plus tard, là aussi parce qu'ils avaient été irradiés, donc ils sont pour la plupart morts de cancer. Et alors, sinon, selon l'ONU, il y avait 600 personnes qui étaient présentes au moment de l'explosion et 134 avec un syndrome d'irradiation aiguë, c'est-à-dire vomissement, la peau qui se décolle. Bon, c'est pas très beau à voir. Alors après, on a plein d'organismes qui ont établi des bilans, mais en fonction de critères qui sont différents. Et ces bilans vont d'une centaine de morts à près d'1 million. Voilà, donc c'est une échelle très large. L'OMS, par exemple, considère qu'il y a eu jusqu'à 4000 morts au sein des populations et des travailleurs qui ont été exposés dans la centrale. L'État ukrainien, de manière officielle, a reconnu 35 000 veufs ou veuves de victimes. Bon, donc on imagine qu'il y aurait 35 000. Greenpeace pense qu'il y a eu jusqu'à 90 000 décès. Donc l'ONU prend cette fourchette-là. Et ensuite, vous avez une étude qui est très controversée d'un scientifique russe qui, lui, prévoit près d'1 million de morts en fonction de la période retenue. Parce que lui, il dit, eh bien, si on regarde sur 50, 80 ans, des personnes vont continuer à être irradiées, vont à cause de ça avoir des cancers, vont décéder, et donc tout ça doit être pris en compte dans la catastrophe. Sauf que là, ce sont des hypothèses. Donc, on ne peut pas vraiment savoir combien. En tout cas, et ce qui est certain, c'est que après la catastrophe, eh bien, il y a eu une augmentation dans certaines populations du cancer de la thyroïde. Alors ici, pour les deux graphiques en abscisse, vous avez l'année, 1986, c'est l'explosion. En haut, c'est en Ukraine et puis en bas, en Biélorussie. Et en rouge, ce sont les enfants, en bleu, les adolescents et puis les adultes ici. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que, notamment chez les enfants, il y a eu une augmentation des cancers de la thyroïde. Alors, ça ne veut pas forcément dire une augmentation des morts, parce que le cancer de la thyroïde se soigne et il peut être traité. Mais en tout cas, c'est une pathologie qui a été vue. Et on arrive donc à la fin de ce bilan sur la catastrophe de Tchernobyl. Voilà, donc on arrive à la fin. Je vais en profiter pour faire une petite conclusion générale. Et puis ouvrir sur d'autres perspectives. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si on refait maintenant le bilan, lorsque on réfléchit à l'énergie qui va permettre d'alimenter notre monde, ou au type d'énergie, il n'y a pas d'énergie parfaite. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Et quand on fait un choix, on fait le choix des avantages et des inconvénients. Et il faut arriver à savoir si tel choix eh bien, va permettre d'avoir plus d'avantages que d'inconvénients. C'est exactement la même chose qui se passe avec le vaccin actuellement. Voilà. AstraZeneca, ouais, il y a peut-être quelques soucis, mais dans le rapport avantage ou inconvénient, est-ce que c'est plus avantageux de l'utiliser? Certainement. Ce que l'on peut regarder, eh bien, c'est est-ce que les ressources sont finies ou illimitées? Est-ce qu'on a une énergie qui a très forte densité ou pas? Est-ce que c'est facile de l'utiliser ou pas? Est-ce que cette énergie a un taux de retour énergétique qui est bon ou pas? Et puis, dans la situation de réchauffement climatique, est-ce que cette énergie, elle émet des gaz à effet de serre ou pas? Et enfin, donc tout ça, ce sont les critères, est-ce que l'énergie est pilotable ou pas? Ou autrement dit, est-ce que l'on veut avoir un mode de vie qui est celui que l'on a et trouver une source d'énergie qui
qui s'adapte à notre mode de vie, auquel cas il nous faut une énergie pilotable parce qu'on veut avoir de l'énergie quand on en a envie, ou alors est-ce qu'on doit avoir un mode de vie qui s'adapte à notre utilisation de l'énergie et pas l'énergie qui s'adapte à notre mode de vie. Et ça, c'est la grosse différence entre les énergies pilotables ou non pilotables. Et le solaire ou l'éolien, c'est non pilotable. Là-dedans, il y a le nucléaire. Moi, mon sentiment personnel, c'est que je ne sais pas s'il faut construire de nouvelles centrales nucléaires. J'en ai bien aucune idée. Je ne sais pas s'il faut construire des EPR. Je ne sais pas ce que ça va coûter. Par contre, ce que je pense, c'est que nos réacteurs nucléaires actuels ont été amortis, fonctionnent bien, sont sûrs, sont contrôlés par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et les arrêter sur des décisions politiques, comme ça a été le cas pour Fessenheim, alors que ce sont des réacteurs en bon état et qu'ils peuvent encore continuer à fonctionner pendant 15, 20 ou une trentaine d'années, je pense que c'est une erreur de les arrêter. Parce que si on les arrête maintenant, on n'est pas encore prêt pour les remplacer par autre chose qui n'émet pas de gaz à effet de serre. L'Allemagne a, à la suite de Fukushima, fait le choix de sortir du nucléaire et donc a fermé progressivement toutes ses centrales nucléaires. En contrepartie, Angela Merkel, donc, est-ce que vous savez combien elle a signé d'ouverture de centrales à charbon en suivant, après Fukushima et donc après avoir décidé de sortir du nucléaire? 29. Donc l'Allemagne a fait le choix de sortir du nucléaire, mais en contrepartie a signé la construction de 29 centrales à charbon. Voilà. Donc dans le contexte où on est, vis-à-vis du nucléaire, ce que l'on peut se dire, c'est quel est le plus grand danger? Si on considère que c'est le nucléaire, ce qui peut être un choix, dans ce cas-là, il faut fermer le nucléaire. Mais si on ferme le nucléaire en voulant garder notre mode de vie, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est continuer à utiliser le charbon. Il faut bien sûr développer le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Mais on n'arrivera pas, en fermant le nucléaire maintenant, avec la manière dont fonctionne le solaire et l'éolien, on n'arrivera pas à compenser. Ou alors, on considère que le plus grand danger, c'est le réchauffement climatique. Dans ce cas-là, si c'est ça le plus grand danger, il faut absolument fermer charbon, gaz et pétrole. Mais si on ferme d'un coup charbon, gaz et pétrole, le solaire et l'éolien n'arrivera pas à compenser. Dans ce cas-là, il faut se servir du nucléaire. Voilà. Tout dépend le risque le plus grand que l'on considère. Et alors, il y a plein de manières de voir les choses, mais en tout cas, moi, j'aime bien celle-ci. Quand une centrale nucléaire explose, par exemple Tchernobyl, ça veut dire que 3000 km², donc on a notre rayon de 30 km là, plus les zones d'exclusion, sont interdits. Donc, ça veut dire qu'on supprime, on raye de la carte une zone de quelques milliers de kilomètres carrés. Et quelques milliers de kilomètres carrés sont contaminés, ce qui est très, très, très grave. Je ne veux surtout pas sous-estimer ça. Mais en contrepartie, quel est le risque du réchauffement climatique? Oui, et puis, si on ferme des zones à cause d'un incident nucléaire, ça veut dire un déplacement de population. Donc, si on déplace tout Bordeaux et toute la zone autour, on va déplacer peut-être, je ne sais pas moi, 3 ou 4 millions de personnes. C'est certain. Donc, c'est très grave. Il ne faut pas le minimiser. Maintenant, que peut induire le réchauffement climatique? Une étude, il n'y a pas très longtemps, a montré qu'une hausse de 2 degrés de température sur Terre par rapport à l'ère pré-industrielle, 1850, ça veut dire que c'est une élévation du niveau de la mer qui est comprise en fonction des études entre 1 mètre d'ici la fin du siècle et 10 mètres d'ici plusieurs
centaines d'années, ou en tout cas, ou peut-être le siècle prochain. Alors, peut-être que vous avez déjà vu ce truc-là. Si ce n'est pas le cas, je vous le montre. Il y a un site qui permet de voir dans le monde quelles sont les terres qui vont être immergées, c'est-à-dire sous l'eau, en fonction de l'élévation du niveau de la mer. Et bon, il y a comme ça toute la map monde. Et ici, vous pouvez choisir. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Alors, eh bien, un des risques potentiels, c'est une élévation de 1 mètre d'ici la fin du siècle. D'ici la fin du siècle, c'est vos enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement hors sol. 1 mètre. Alors, 1 mètre comme ça, quand on est dézoomé, on ne voit pas. Voyons voir ce que ça donne sur la France. Si on se place près de Bordeaux, sur l'estuaire de la Gironde, 1 mètre d'élévation, tout ce qui est en bleu ici, là, en bleu clair, c'est sous l'eau. Voilà. Donc, il y a des zones qui se retrouvent sous l'eau. Si on va un petit peu plus loin, dans le marais Poitevin, là, tout ça, c'est sous l'eau. On peut aussi aller en Camargue. En Camargue, il n'y a plus de Camargue. Toute la Camargue est sous l'eau. Et il y a des zones qui sont encore plus à risque. Peut-être que vous avez déjà vu le problème qu'il y a autour de Venise. 1 mètre, toute cette partie de l'Italie est sous l'eau. Et puis, il y a encore pire. Il y a le nord de l'Europe. Donc là, les Pays-Bas perdent une grande partie de leur terre. Donc, une centrale nucléaire qui pète, c'est très grave. On peut les fermer. Mais si en contrepartie, on brûle plus de gaz, plus de pétrole et plus de charbon, c'est plus de réchauffement climatique. Et donc, c'est ça. Et ça veut dire encore plus de zones de terre perdues et de déplacement de population. Et alors, dans le cas où on va à 10 mètres, 9 mètres, bon alors là, une partie de l'Angleterre aussi. Je pense que ici, toute cette partie de l'Italie est sous l'eau. Bon, et vous pouvez comme ça, sur ce site, vous amuser à parcourir le monde et à voir, en fonction de l'élévation du niveau de la mer, ce qui passe sous l'eau. Donc, c'est assez intéressant de le voir comme ça aussi. Et on arrive donc à la fin. Alors, évidemment, tout ce que je vous ai raconté, ce n'est pas hyper joyeux. J'en ai bien conscience. Comme je vous l'avais dit au tout début, moi, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est simplement un état des lieux et puis essayer de vous fournir le maximum d'informations pour que vous puissiez avoir votre avis lorsque vous entendez des débats sur tous ces sujets climat-énergie. Maintenant, si vous êtes toujours intéressé par tout ça, je vous conseille de suivre 2 associations. L'une qui s'appelle The Shift Project et l'autre qui s'appelle l'association Negawatt, qui sont en fait des associations qui établissent des scénarios en fonction de la manière dont on va gérer notre politique énergétique, que ce soit française, mais surtout mondiale, et l'impact sur le réchauffement climatique et les adaptations que doivent porter nos sociétés dans plein de domaines, que ce soit l'habitation et l'aménagement du territoire, que ce soit les services publics, l'agriculture, l'industrie, le transport. Allez voir ce qu'ils racontent. Pour les différencier, grosso modo, l'association The Shift Project, elle considère que ce qui est le risque le plus grand, c'est le réchauffement climatique. Et donc, dans ces solutions, considère le nucléaire. L'association Negawatt, elle, son leitmotiv, c'est la sobriété énergétique. La sobriété énergétique pour pouvoir diminuer les conséquences du réchauffement climatique, mais
dans ces scénarios, exclut le nucléaire. Donc, vous avez une association qui est plutôt pro-nucléaire et l'autre qui est plutôt contre le nucléaire. Ce que je peux vous conseiller aussi, si vous êtes intéressé par tous ces problèmes climat-énergie, c'est de regarder la chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur. Hop. Et donc, ce sont des vidéos qui durent, on va dire, entre 20 minutes et une demi-heure sur plein de sujets que l'on a abordés ici et d'autres. Que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, donc ça, j'en ai pas trop parlé, mais aussi l'énergie, l'hydrogène, je n'ai pas eu le temps d'en parler, le cycle du carbone, des vidéos sur l'éolien, le photovoltaïque, sur les déchets nucléaires, sur la centrale de Fukushima, sur le GIEC, donc sur le climat, j'ai déjà dit. Et en général, ces vidéos sont plutôt bien faites et en tout cas, moi, personnellement, j'ai plutôt confiance en ce qui est dit dans ces vidéos-là. Parce que la personne qui fait ça est quelqu'un qui a des connaissances dans beaucoup de sujets. Voilà. Et si vous voulez retrouver mon cours, ce que je peux faire, hop, je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop. Voilà. Hop, vous pouvez le récupérer. Ce cours Moodle, il est en accès libre. Vous pourrez y retrouver ici, c'est mon diaporama. Ici, le lien vers la playlist YouTube de toutes les vidéos que j'ai présentées et puis de toutes les séances que j'ai enregistrées. Et ici, la grande majorité des rapports que j'ai utilisés pour pouvoir construire tous mes graphiques et toutes mes données. Et si vous récupérez le diaporama, donc vous pourrez le regarder un petit peu plus en détail, le relire, et notamment, vous aurez une des premières diapos sur les sources biblio que j'ai pu utiliser avec quelques sites Internet intéressants. Voilà. Et on arrête ici. J'espère que tout ceci vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Si vous avez quelques questions, je peux y répondre. Bon, en tout cas, tout ça a été un petit peu long, hein, j'en ai bien conscience, mais si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que ça vous a intéressé. Oui, Moi, merci j'aimerais beaucoup. bien, monsieur. Est-ce que vous pouvez revenir sur la diapo où vous faisiez un tableau récapitulatif de tous les modes de production d'énergie? Du coup, en vert, c'est les avantages et en rouge, les Ouais, inconvénients, c'est ça? c'est ça. Et pourquoi J'ai mis dans le un... nucléaire, le fait que ce soit fini, c'est un avantage? Non, là, c'est une erreur de ma part, tu as raison. Ah, ok, d'accord. Il faut que Ok. je le mette en rouge. Il doit y avoir d'autres coquilles dans le diapo, hein. Mais effectivement, ici, ça devrait être en rouge. Voilà. On s'arrête là? Une question. Ouais. Mais comment on sait exactement ce qui s'est passé à Tchernobyl alors que ça a explosé, donc les gens qui y étaient, ils ont explosé avec, non? Non, 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 non. Dans le... hop là. Au moment de l'explosion, au moment de l'explosion, il y a eu 3 morts. Si on revient, en fait, tu vois, le dessus du réacteur, ça ressemblait à ça, parce que c'est le même type de réacteur. Donc, dans cette salle au-dessus du réacteur qui a explosé, il y avait certainement 3 personnes, ils sont morts. Par contre, toute la salle de contrôle, donc tu vois là, tout ça, ça a explosé. Hop, tout ça, ça a explosé. La salle de contrôle, par exemple, par contre, était dans un autre bâtiment plus loin. Donc, ça veut dire que le directeur de la centrale, le chef des opérations et tous les ingénieurs et tous les opérateurs étaient dans une autre salle. Donc, eux, ce qu'ils ont vu sur leurs appareils, c'est des données qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont senti un gros boom. Ils se sont dit, il y a un problème, mais
ils ne se sont pas dit ça a explosé. Et il y a à ce moment-là, et la série le montre vraiment très bien, à ce moment-là, il y a des personnes qui rentrent dans le PC sécurité, dans la salle de contrôle, qui disent ça a explosé, ça a explosé. Le directeur de la centrale ne l'a jamais cru et a mis plusieurs heures à le croire. La seule chose qui a réussi à les convaincre à un moment, c'est qu'on leur a dit à l'extérieur, il y a du graphite par terre. Or, du graphite, dans un réacteur RBMK, il n'y en a qu'à l'intérieur du cœur du réacteur. Il n'y en a pas ailleurs. Donc, ça veut dire que si on trouve du graphite quelque part, c'est que le cœur a explosé. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit « Ah oui, d'accord, ça a dû exploser ». Le directeur le chef des opérations n'est pas mort sur le coup, il est mort des années après. Donc, il y a eu des enquêtes. Il y a eu ensuite un procès, et c'est ce que montre aussi à la fin la série. Donc, on sait exactement ce qui s'est passé, et on a même les heures. Voilà. D'accord. Il ne faut pas croire qu'en fait, c'est une zone de 10 km² qui a été soufflée. Ce n'est pas Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Souvent, les gens se disent c'est comme une bombe nucléaire. Ça n'a absolument rien à voir. Ça a explosé ici. L'explosion a généré le même type de dégâts que l'explosion de l'usine AZF à Toulouse ou l'explosion de Lubrizol il y a 2 ans, d'un point de vue structure. C'est le même type de dégâts. Ce qu'il y a en plus, ce sont les rejets radioactifs. Voilà. Et c'est ça qui pose un problème. Ok, merci. C'est bon? Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions d'ici quelques jours, on se recroisera. Merci Bien. beaucoup. Allez, bonne soirée et à bientôt. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup pour le cours. Merci.